Parler comme je pense. Parler cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain. Le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. Déjà le 3e épisode de Change. Alors, comment vous dire ? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très particulier, très connu du monde des startups, mais qui ne l'est absolument pas du côté des professionnels du droit. On va parler growth hacking. Grosso modo, comprenez stratégie d'acquisition client. Donc oui, là, on va parler business du droit. Et pour ce faire, j'ai le privilège d'accueillir Grégoire Gambato. Il est considéré comme étant aujourd'hui un monstre sur LinkedIn au regard de ses publications et de ses posts qui détonnent, mais aussi du nombre impressionnant de likes et de commentaires dont il bénéficie. Il a accepté mon invitation et c'est l'occasion pour nous de découvrir cet entrepreneur hors du commun. Bonjour Grégoire. Hello Tony. Je suis très heureux de t'accueillir au sein du podcast Change by le juriste de demain. Je suis super excité en fait de ces quelques minutes que nous allons passer ensemble parce que je sais que voilà les juristes qui nous écoutent apprendront beaucoup de choses assez intéressantes que tu vas nous partager. Mais avant tout, je vais te laisser te présenter. Écoute, bonjour, je m'appelle Grégoire Gambato, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors moi, j'ai un parcours un petit peu atypique, parce qu'en fait, j'ai complètement loupé mes concours d'entrée en école de commerce. Et du coup, je suis parti à la fac de droit, parce que j'hésitais entre école de commerce et droit. Du coup, je suis parti à la fac et j'étais diplômé d'un master en droit des affaires des JCA à Grenoble, à l'université Grenoble. Attends, il faut que tu le dises une seconde fois, là. Pardon. Ok, donc tu es diplômé de droit, donc répète ton diplôme, c'est important. Un master 2 en DJCA, master de droit juriste conseil d'affaires à l'université Grenoble-Alpes. J'ai jamais exercé parce qu'en fait j'avais essayé de monter une boîte. Moi j'étais un étudiant entrepreneur, donc j'avais essayé de monter une boîte pendant mon master 1 et une autre pendant mon master 2 avec un succès très relatif, voire inexistant. Et ensuite, j'ai fait mon stage de fin d'études dans un espace de coworking où en fait j'ai lancé des formations dédiées au growth hacking. Donc on expliquera ce que c'est l'acquisition en ligne, donc rien à voir. Mon directeur de master a été très sympa avec moi. J'ai quand même fait mon mémoire sur la requalification dans le statut des auto-entrepreneurs, en fait des auto-entrepreneurs en salariés, mais d'accord. Mais on va dire c'était à l'époque des premières affaires Deliveroo, tout ça. Ouais, c'est exactement ça. C'était en 2016. Tu sais, ça commençait à être une problématique. On commençait à voir arriver le truc, quoi. Et moi, et comme j'étais dans un espace de coworking où il y avait pas mal d'auto-entrepreneurs aussi qui bossaient pour des boîtes à temps plein, etc. Je me suis dit, c'est intéressant. Mais en fait, voilà, j'avais pas du tout fait de droit dans mon stage. C'était juste pour mémoire où j'avais passé une semaine dessus, mais. Et après, donc j'ai bossé encore quelques 9 mois dans cet espace. Je suis parti, j'ai monté Germinal. Germinal, c'est une boîte qui aide les boîtes à faire de l'acquisition en ligne. Donc, soit via de la prestation de service, c'est ce qu'on faisait au début, soit maintenant avec un outil, un logiciel. En fait, tu t'abonnes et ça te permet même si t'es un débutant en quelques semaines, quelques mois, en fonction du temps que tu peux y consacrer, d'arriver au top niveau. Donc, avec des formations en ligne, il y a des outils pour vous aider. On vous fait un parcours personnalisé. Vous avez des formations en ligne, vous avez une communauté, vous avez bref, exactement. On s'en fiche. D'accord. Et on en parlera, ça s'appelle l'antichambre. Et du coup, première année, on a fait 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires en service. Deuxième année, on a lancé l'antichambre, on a fait 2,1 millions. Et cette année, si tout se passe bien, on devrait faire 3,5 millions. Et voilà. Et du coup, je me retrouve CEO de cette boîte d'une 30aine de personnes. Et avec mon parcours exemplaire de juriste, juriste en droit des affaires. Donc voilà, on va dire que mes études m'ont servi. Ça m'a servi pour beaucoup de choses, pour la logique. Et je sais que mon avocat est toujours surpris quand il discute avec moi. Parce que du coup, il me parle comme si j'y connaissais rien. Bah oui. Et maintenant, il a capté, il a vite capté. Il s'appelle Pierre, c'est son prénom, Pierre Fischer. Bah oui, c'est drôle. Non, mais c'est drôle parce que c'est vrai que mine de rien, c'est impressionnant. Bon, déjà, félicitations pour le succès de ta boîte parce que franchement, tu passes de millions en millions d'année en année. C'est vraiment magnifique. Ça veut dire que la croissance, elle est là et que le produit, surtout, il est là, il plaît, il a rencontré son public. Mais juste, franchement, je pense que pour ceux qui nous écoutent, c'est quand même assez impressionnant parce que mine de rien, être diplômé en droit et du coup, finalement se retrouver à faire de la growth, j'aimerais juste que tu expliques qu'est-ce qu'il y a, quel est le changement que tu as opéré dans ton état d'esprit, qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait, juste, je tiens à préciser que mon cofondateur a une maîtrise en droit allemand. Donc voilà, on est 2 sur 3 cofondateurs, on est 2 juristes, juste.
Voilà, voilà, c'est très très chelou. Hein. Du coup, voilà. Et l'autre, Wow. bref, c'est Ok, les gens. d'accord. Ouais, on n'avait pas le profil. Hein. Et en fait, je pense on a avec Benjamin, du coup, mon cofondateur, et Paco, l'autre cofondateur, mais qui n'est pas diplômé en droit, le pauvre. En fait, en gros, moi, j'ai pas fait de l'agro. Je me suis pas dit, je vais faire de l'acquisition en ligne. Je voulais juste monter une boîte. D'accord. Et ça me démangeait depuis hyper longtemps. Moi, tu Tu vois, avais t'es pas là. d'idée précise en fait. Non, je voulais monter une boîte. Tu sais, j'avais pas d'idée, D'accord. quoi. Tu sais, il y a des gens, ils ont une idée et ils se disent, ils sont un peu entrepreneurs malgré eux, tu vois. Moi, j'étais D'accord. le mec, Ok. il me faut une putain d'idée, quoi. Genre, il faut que je trouve quelque chose. Et en fait, ce qui a vraiment déclenché ça, bon, j'avais commencé, je revendais des cartes Magic que j'achetais à Grenoble, que je revendais à Vif dans mon collège, où je faisais de la marche dessus, tu vois, dès le collège. Donc déjà, j'avais un peu l'état d'esprit entrepreneur à ma Mhm, petite échelle, mais et en fait, en droit, à l'UGA, enfin l'UPMF, on appelait ça l'UPMF, mais il y a une fusion. mhm, Ce qui était mhm. assez drôle, c'est qu'en fait, t'avais 4 mois de vacances. Donc, on bossait comme des malades. Et D'accord. genre, fin mai, ils nous lâchaient, ils nous reprenaient mi-septembre, quoi. Donc, on avait 4 mois et demi presque. Attends, je me trompe pas. 3 mois et demi ou 4 mois et demi? Juin, juillet, août. Bref, on s'en fiche. Oui, on avait entre 3 mois et demi et 4 mois, ça dépendait. Et en M2, on avait encore plus, on avait presque 4 mois et demi. Par contre, après, on se faisait démolir pendant l'année. Et du coup, quand t'as 4 mois de vacances devant toi, Ouais. t'es en mode, et t'es entrepreneur, genre tu te lances quoi. Genre tu te dis, faut que je fasse un truc là, j'ai 4 mois, je C'est peux faire ça. un truc. Et ça a commencé pendant le Master 1. En fait, au début, moi je voulais pas faire du gros, je voulais monter une boîte. Donc j'ai trouvé des cofondateurs, on a fait ma première boîte, les Proc Me App, une application mobile. Et en fait, Mhm. juste, bah, il fallait trouver des clients. Donc j'essaie de trouver des stratégies quoi. Pareil pour la deuxième boîte. Et en fait, un jour, un mec m'a dit, putain, mais t'es un gros hacker toi. Je dis, un gros quoi? Genre, alors au début, j'ai compris gros hacker. Puis je disais, je suis pas gros. Vous voyez Obélix, voilà, exactement, je suis pas gros. Et il m'a dit, Growth Hacker, regarde, tape sur le net. Et j'ai tapé Growth Hacking, donc littéralement raccourci vers la croissance, bidouillage de croissance. Enfin, bref, Mhm, pas le mhm. côté hacker à capuche, plutôt prendre le raccourci. Quoi. Le côté hacker, la traduction littérale dans ce cas-là, c'est plutôt ça. Et Oui. j'ai eu la chance d'en parler avec Sean Ellis, qui est la personne qui a inventé ce terme au début des années 2010. Donc D'accord. voilà, Ok. je suis sûr de mes sources pour ceux qui. Ok, d'accord. Parce que j'ai déjà des gens qui m'ont dit, gros, c'est quoi ces définitions? J'aurais dit, attendez. J'ai pu en discuter avec Sean Ellis qu'on avait fait venir des États-Unis pour faire une conférence à Paris, Ouais, quand donc même. je suis sûr de mon étymologie, voilà. Et on m'a dit ça et j'ai tapé sur le net et j'ai commencé à trouver des ressources en ligne et j'ai Mhm. fait putain c'est génial, c'est exactement ce que je fais, ça colle totalement à mon état d'esprit, le fait de tester des choses, de faire comme si à la fois en termes de concept, de technique et à la fois en termes d'état d'esprit parce que c'est vraiment un état d'esprit aussi, c'est pas juste de la technique, c'est pas juste un mec qui s'y connaît un peu en code, etc. Et du coup j'ai appris à faire ça, je me suis rendu compte que en fait c'était une compétence que j'étais le seul à avoir autour de moi. Du coup, je me D'accord. suis mis à lancer des formations après mes deux Mhm. boîtes, là, quand j'étais dans l'espace de coworking, parce que je me suis dit, bah, de toute façon, je connais que ça. Et j'ai lancé les bases juridiques pour les entrepreneurs. C'est une formation qui a pas du tout marché. Du coup, au début, je me suis servi, je me suis dit, bah ouais, je suis juriste, je vais expliquer aux autres entrepreneurs comment monter sa boîte d'un point de vue juridique. Mais il y avait pas l'adéquation produit-marché, les gens voulaient pas de mon produit, ils s'en foutaient, en fait. Et quand je leur ai dit comment trouver des nouveaux clients avec des méthodes de growth hacker, là, on avait plein de gens qui ont acheté la formation. Et donc, du coup, Purée. je pense que c'est là où définitivement, je suis parti dans cette direction. Mhm, mhm. Et après, on m'a proposé d'écrire un bouquin qui s'est bien vendu, etc. Le co-auteur avec Frédéric Canvet, hein, qui a écrit 80% du livre et qui a fait un énorme taf. Excellent. Moi, je l'ai aidé à compléter des bouts, mais c'est vraiment lui qui a fait tout le travail. D'accord. Et du coup, bah, après, voilà, j'avais cette étiquette. Hein, une fois que vous avez écrit un bouquin, maintenant, je donne des cours à HEC, à Polytechnique Mhm. sur le sujet. Donc voilà, maintenant, je Faut le dire, hein, suis. ton bouquin, c'est une bible quand même aujourd'hui en France, quoi. Ouais, ouais, bah, d'ailleurs, il s'est vendu on doit être à 4500, 5000 exemplaires, là, je pense, maintenant. Waouh. Donc pour un bouquin Bravo. technique comme ça, ouais, moi je suis toujours aussi surpris. Hein. Euh, j'ai une capacité à m'émerveiller de ce genre de choses qui n'a pas de limite. Il faut le savoir. Ben, non, mais franchement, c'est génial. Je trouve que c'est juste la preuve, effectivement, que finalement, bah, ta méthodologie bah, fonctionne, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens, ils arrivent à onboarder tes idées et en lisant ton livre. Donc, c'est Oui, c'est génial. ça. Et Ça veut c'est dire très. Alors que- le livre, c'est vraiment Bas Level, c'est vraiment très pratico-pratique. C'est-à-dire, c'est Mhm, vraiment comment on fait une pub, comment on fait une page de vente, comment on envoie un email de prospection. Donc c'est vraiment le B à bas. Et typiquement, ce qu'on fait dans l'antichambre en formation en ligne, on part du B à bas, mais on va en niveau, en niveau, on va très très haut. Alors que là, mhm, on s'arrête au niveau bas. Mais en gros, quand on est un débutant, franchement, dans le bouquin, il doit coûter 25, il coûte 25 € maintenant. La première version est à mhm. 19. D'accord. Maintenant, c'est incroyable parce que tu lis le bouquin, t'apprends les bases, ça te donne des refs et c'est parti, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez cool. C'est génial.
Mais c'est typiquement, en plus, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est vraiment l'idée du podcast qu'on est en train de faire là. Change, en fait, l'idée c'est vraiment d'avoir des idées pratico-pratiques et d'aider les juristes à mettre en œuvre en fait des actions, quoi. Vraiment partir sur du concret, sur la base d'expériences de justement d'entrepreneurs, qu'ils soient à succès ou pas d'ailleurs, parce que pour moi, l'échec ça fait partie des choses sur lesquelles effectivement on peut apprendre énormément. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment ça aussi, donc on est en phase à 100% sur l'état d'esprit. Mais j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure sur le growth hacking, à savoir que c'est un état d'esprit, parce que justement, c'est même pas qu'un seul secteur, c'est-à-dire que ça ne se limite même plus à l'acquisition uniquement finalement, Non, quand on a cet état d'esprit. c'est une Et en façon. fait finalement, d'ailleurs c'est ce que je constate en plus sur tes posts sur LinkedIn, sur comment tu arrives à contourner l'algorithme, à l'étudier, à l'analyser, à sortir des choses, c'est génial en fait. Tu peux nous en parler un tout petit peu plus? Du growth hacking ou de l'algorithme de LinkedIn? De l'algorithme notamment, oui. En fait, pour moi, c'est un. Tout l'état d'esprit, en fait. Cet état d'esprit, pour moi, c'est. En fait, mais c'est le même raisonnement que j'avais quand j'étais juriste. C'est-à-dire que quand t'es juriste, c'est que t'as. Alors, j'ai jamais. J'ai fait des stages, etc. Mais je peux pas dire que j'étais un professionnel de droit, hein, clairement pas. Jamais travaillé en cabinet, etc. Mais par quelques stages. Mais en gros, c'est vraiment la même logique de se dire, OK, il y a des règles. Je dois comprendre ces règles et je dois comprendre s'il y a une faille dans ces règles, en fait. Et une fois que j'ai réussi à déterminer une faille, et moi j'avais beaucoup le droit du travail et le droit fiscal, ça s'appliquait beaucoup, cette méthodologie, d'arriver à comprendre, OK, les règles c'est ça, moi je suis dans telle case, etc. Et déjà, il faut comprendre son environnement, parce que la différence avec l'acquisition en ligne, c'est que les règles, elles se trouvent pas dans un code. Les règles, il faut aller les chercher, il faut expérimenter pour les trouver. Elles sont pas explicites, contrairement au droit, mais ensuite c'est la même logique. Une fois qu'on a compris les règles, on a des schémas. Enfin voilà, on arrive à déterminer ce qu'il faut faire. Pour moi, le droit, ça a toujours été quelque chose de très mathématique, hein, c'est-à-dire j'avais des règles avec des conditions. Entièrement d'accord. Voilà. Et du coup, c'est exactement ça. Le growth, c'est comprendre les règles, comprendre ce qui fait que ça marche en faisant des tests. Donc ça repose déjà sur une méthode itérative, vraiment. Et comment, donc en faisant des tests à la semaine, etc. Et donc ça te permet de découvrir les règles. Et ensuite, comment est-ce qu'on teste rapidement? Quand on veut tester des idées, il y a un grand concept qui est le fake it until you make it, c'est-à-dire faites comme si ça existait jusqu'à ce que ça existe vraiment. Exactement. Qui dit, si tu veux tester une idée de business, si tu veux tester un positionnement, si tu veux tester une nouvelle formation pour ton cabinet, si tu veux tester un nouveau type, fais comme si tu savais le faire et vois si ça intéresse les gens. Et si ça intéresse les gens, après, tu vas te battre pour délivrer ce que tu as promis. Et si ça intéresse pas les gens, tu passes à la suite. Et on le fait, hein. Il y a des cabinets qui le font, hein. Parfois, vous vendez des prestations en droit des sociétés alors qu'en fait, vous êtes spécialiste en droit du travail. Vous n'avez pas encore de collaborateurs qui s'occupent de ça, mais vous avez quelqu'un qui arrive avec un gros dossier, vous dites, vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Et après, on trouve les collaborateurs pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, et ça, on le fait instinctivement quand on a un cabinet, quand on a un entrepreneur. Et pour moi, quelqu'un qui a son cabinet ou même un avocat qui est son propre patron, c'est un entrepreneur, en fait. Et il y a des dossiers sur lesquels on se sent moins à l'aise, voilà. Mais ça me permet de valider qu'il y a un intérêt. Parce que ça sert à rien de recruter 3 collaborateurs pour faire du droit du travail si en fait il n'y a aucune demande en face. On est mais justement, donc du coup, merci pour effectivement ce que tu viens de dire sur justement l'état d'esprit. C'est très important de poser ces bases-là. Tu parles du coup des avocats et des juristes dans leur stratégie. Qu'est-ce que tu penses? Quel est ton regard, toi, en tant que consommateur du droit au final, parce que t'es client, quoi? Qu'est-ce que tu penses des professionnels du droit aujourd'hui, au regard de la transformation digitale et tu sais, du changement de paradigme, tout ça? Voilà, je pense que je prends pas un gros risque en disant qu'ils sont la masse, hein. En fait, mais je pense que c'est pas notre faute, parce que moi quand j'étais à la fac, donc en 2016 j'ai terminé. C'était un moment, mais j'avais qu'un seul prof qui faisait cours avec un micro et des slides. Je veux dire, la plupart des profs, des professeurs très très bons, hein, lisaient leurs cours. Et je veux dire, on en était à un stade où, même d'un point de vue pédagogique, ils lisaient leurs notes, ils nous conseillaient leurs livres, et ils prenaient même pas la peine de faire des slides. Quand vous avez fait vos études dans un environnement où, en 2016, avoir des slides, c'est vu comme un prof innovant, c'est qu'on a un souci. Ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Parce que 2016 déjà, c'est comme si c'était hier. Mais moi, j'ai fait mes études il y a encore bien longtemps et j'avais déjà ça à l'époque. Donc, ça fait peur. Voilà. Et en fait, je pense que le droit, c'est un milieu où faut beaucoup réfléchir, faut être bien posé, faut être sûr de ce qu'on fait, parce que quand on se trompe, c'est un peu comme médecin, ça peut avoir des conséquences qui sont dramatiques. Un contrat
avec des clauses mal foutues. Moi, je l'ai vu sur du business. On peut se retrouver dans une situation très compliquée, très très compliquée. Et moi, je sais que on est une boîte où tout est hyper carré d'un point de vue juridique en termes de contrat et tout. Ça étonne toujours les gens avec lesquels on bosse, mais c'est juste que moi, je suis au courant des risques. Je sais ce que je ne sais pas en droit et je sais ce qui peut me tomber sur la gueule. Et du coup, on a une profession qui, je dis mais je suis plus juriste, mais tous mes camarades de promo, je me considère toujours comme un juriste, même si je veux dire, j'ai jamais vraiment exercé. Bien sûr, de toute façon, t'es diplômé, t'as ta formation. Oui, j'ai été diplômé, j'ai fini, j'ai même fini avec mention bien, mon master. On est juriste à vie. Voilà, 14 de moyenne, incroyable, putain, Grégoire, t'as réussi. Personne n'y croyait, même pas moi. Et du coup, à la fin, je me suis dit, si je suis pas diplômé, ce serait quand même la honte. Et du coup, et tout ça pour dire que du coup, on a une profession où il faut être prudent, il faut bien mesurer ce qu'on fait, où on a des profs qui. Moi, la première fois que j'ai vu des profs qui venaient du milieu professionnel, c'était seulement en master 2. Et j'aurais bien aimé les voir avant. J'en avais en master 1, mais ils étaient vraiment pas très bons. J'avais un prof par an ou 2 profs par an, et les vrais bons profs, les vrais intervenants, etc. Par exemple, Jean-Luc Médina, qui est au barreau de Grenoble. Je me souviens, il est venu nous faire un cours, c'était incroyable, et ça nous a ouvert les yeux sur le contractuel. Il nous a mis un contrat sur la table. Il nous a dit analysez ce qui va faire que la personne qui signe ce contrat va se faire fumer, quoi. Alors, il l'a pas dit comme ça, c'était beaucoup très mieux dit. Non, mais ouais, et là, je me suis dit, mais c'est ça le droit, en fait. Et après, il nous a fait négocier ce contrat. C'est-à-dire, il a dit, maintenant, vous négociez. On a fait un exercice de négociation. Et là, je me suis dit, en fait, le droit, c'est génial. C'est intellectuellement stimulant, c'est de la négo, etc. Mais ça, je l'avais pas compris avant. Et le problème, c'est que j'ai plein de mes camarades qui l'ont pas compris non plus. Et du coup, on arrive dans un système où on pense que parce que juridiquement, on est les meilleurs, on va gagner. Et en fait, pas forcément. C'est pas toujours le meilleur juriste qui gagne à la fin. Et alors qu'en école de commerce, les gens, on les gonfle et on leur dit que c'est l'élite de la nation, etc. Moi, en droit, j'ai rarement vu des juristes très sur deux sortir de là. Et du coup, voilà, on nous dit pas qu'être innovant, ça fera la différence. On nous dit pas qu'être dans le digital, c'est la différence. On nous dit pas qu'on est l'avenir de la profession. On nous dit pas, il y a plein de choses qu'on nous dit pas, alors qu'on le raconte aux élèves en école de commerce ou dans certaines écoles d'ingé. Et je pense que, voilà, dès l'éducation, on n'est pas formé à aller de l'avant, et du coup, ça crée un énorme biais, quoi. Ce qui fait qu'on est des. Et je suis désolé, mais moi, c'est comme les médecins. Pour moi, les juristes, ma copine est médecin. C'est pour ça qu'on a fait 7 ans qu'on est ensemble. C'est plus que ma copine, mais elle est médecin, et en fait, c'est exactement la même chose. Ouais. On dit pas à un avocat que c'est un entrepreneur. Ouais. Je veux dire, un avocat se sent pas entrepreneur. Quelqu'un qui gère un cabinet se dit pas je suis CEO. Et je pense qu'on a une sorte d'auto. Et du coup, on pense que tout ce qu'on entend sur l'entrepreneuriat, ça s'applique pas à nous. Et ça nous empêche d'aller de l'avant. Voilà, c'est ma théorie. C'est tellement vrai, en fait, parce que en fait, tu as tout dit, hein. Franchement, moi, je le constate depuis maintenant quelques années, et c'est vrai que c'est malheureux, mais en termes de formation, en tout cas, il n'y a pas ce truc de dire vraiment aux étudiants très tôt, en amont, leur dire, voilà, si demain vous voulez monter votre cabinet d'avocat, vous serez avant tout un entrepreneur, quoi. Ouais, et puis vous êtes l'élite, je veux dire, les juristes, c'est des gens brillants, et moi, désolé, on me le disait pas, quoi. Je parle pas de moi, j'étais peut-être pas le mec le plus brillant de la promo, mais j'avais des camarades avec moi qui étaient des légendes, et je veux dire, et on nous disait déjà, papa, mon directeur de master en dernière année, d'ailleurs, qui maintenant est à Assas, qui s'occupe de droit notarial, que je tiens à Monsieur Vernier, que je tiens à saluer, qui a été incroyable. Je veux dire, un directeur de master qui comprend aussi bien les enjeux business, qui comprend bien le fait de s'être intégré dans le monde du travail, qui m'a aidé à aller de l'avant, qui m'a encouragé à être entrepreneur. Je veux dire, peut-être qu'il écoutera jamais ce podcast, mais il a changé ma vie, quoi. Si, là tu es en train de, là c'est l'écosystème du droit, là. D'accord, donc peut-être qu'il m'écoutera. Si Monsieur Vernier, voilà, si vous connaissez Monsieur Vernier, qui normalement est à Assas maintenant, s'occupe du master de droit de notariat, si je me suis pas trompé, la dernière fois qu'on a discuté, j'ai cru comprendre qu'il faisait ça, parce qu'il est parti de Grenoble. C'était vraiment, il était exceptionnel, quoi. Et des professionnels comme ça, ils vous donnent envie d'entreprendre, ils vous donnent envie d'aller plus loin, ils vous donnent envie, et ça fait toute la différence. Et on a besoin de professionnels comme ça qui ont envie de bouger, et qui dès le master nous envoie vers d'autres. Et en fait, il m'a donné la confiance, quoi. Et si j'avais monté un cabinet, j'aurais sans doute utilisé les méthodes que j'employais, alors que certains de mes profs que j'avais eus étaient pas dans cette dynamique. Effectivement. Non, c'est très juste, hein. C'est tout l'enjeu, en fait, au final, aujourd'hui, de la formation, je dirais, pour les professionnels du droit, hein. Moi, le juriste de demain, c'est vraiment l'idée. On s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait vraiment aller dès la fac, dès la L3. En fait, l'idée, les formations que nous proposons, les formations que nous proposons sur la plateforme, elles s'adressent aux étudiants déjà dès en L3, quoi, parce qu'on part du principe que, en fait, on peut, à partir de ce moment-là, commencer à acquérir des compétences annexes au droit pur.
Franchement, les soft Totalement. skills. En école de commerce, je donne des cours en école de commerce, ils leur apprennent du vide. Hein. Je veux dire, enfin, du vide d'un point de vue. Nous, eux, ils ont 30% de pratique, finance, etc. et 70% de soft skills, d'inspiration, de machin, de trucs. Enfin, j'exagère peut-être parce que j'ai jamais fait d'école de commerce. Nous, on a 5% ou 3% de ces compétences qui pourront nous aider hors du côté juridique, quoi. Et encore, c'était gentil en disant 5%. Bah, je parle de l'anglais, quoi. Voilà. J'ai que ça en tête, mais ouais, c'est vrai que le cours de Jean-Luc Médina sur la négo, mais c'est en fait des cours comme ça devrait être 20 ou 30% de notre cursus, quoi. Exactement. Voilà. Et c'est pour ça, je pense qu'on arrive dans cette situation où on dit les professions juridiques sont des gens qui avancent moins vite. Je pense que c'est une culture. Et c'est une culture qu'il faut changer. Et changer une culture de toute une profession, ça prend du temps, ça prend des années. Et c'est avec des acteurs comme toi que les choses changent petit à petit. Exactement. On va parler de la growth maintenant. Donc, l'idée, c'est vraiment que tu vulgarises vraiment cette notion-là et que tu l'expliques dans quelle mesure aujourd'hui, déjà, les professionnels du droit sont en mesure de pouvoir comprendre cette notion et éventuellement l'intégrer. On va y aller au fur et à mesure. Mais qu'est-ce que la growth aujourd'hui? La growth, ce que je dis, c'est comment faire de l'acquisition de nouveaux clients avec des moyens non conventionnels en termes de technique. Donc, c'est par exemple comment est-ce que je vais récupérer des adresses email professionnelles pour ensuite les démarcher. Gros sujet RGPD, ça. Gros sujet RGPD, mais il faut savoir que la RGPD, si vous tapez CNIL, démarchage commercial par email, vous voyez que la CNIL a expliqué que je sais pas si on dit là ou le RGPD, je sais jamais. Bref, c'est le règlement. La réglementation ou les règlements, je crois qu'on dit le règlement. Bref, mon prof de droit européen me tuerait sûrement, mais le règlement sur la protection des données, en fait, ils expliquent que le RGPD n'a rien changé. En termes de démarche, en fait, c'est les règles d'avant qui s'appliquent. Donc, il y a peut-être un souci, mais en tout cas, ça vient pas du RGPD. Voilà, je tiens à le préciser. Ou alors la CNIL nous ment sur son site. Non, c'est très important que tu le dises parce que j'ai exactement la même compréhension que toi. Et crois-moi, j'ai bossé le sujet aussi. mais effectivement, oui, à ce niveau-là, on a toujours la possibilité de démarcher et d'aller chercher justement. C'est ça, quand c'est des professionnels, que ça a rapport avec l'activité, que les gens peuvent se désinscrire, etc. Donc, il y a plein de règles, mais. C'est bien qu'on le répète, en plus, c'est bien qu'on le dise dans le cadre du podcast parce que ça permettra aussi aux professionnels du droit de savoir que si on peut toujours avoir ces démarches-là. Voilà, et après, il faut le faire de façon efficace et c'est rien de prendre 50 000 adresses de pro et envoyer une vieille newsletter toute pourrie. Il faut vraiment le faire avec de la méthode, envoyer des emails 20 par 20, 30 par 30, de façon très qualitative, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Pour moi, il y a ça. Donc, c'est la partie technique. Il y a la partie, je disais, état d'esprit. Donc, c'est vraiment être sur le mode itératif. On va tester des choses en permanence. Sur le concept de trouver une traction utilisateur. C'est-à-dire le growth, c'est avant tout essayer de trouver une traction où on sent qu'il y a un point d'inflexion dans sa campagne marketing ou dans son nouveau produit qu'on lance. Et on sent vraiment qu'on répond à un besoin qui est très fort. Donc ça, c'est un truc, c'est des concepts. Et du coup, tout ça, concrètement, comment ça se fait c'est en faisant des pages de vente. C'est par exemple, dans le growth, il y a l'art d'écrire. C'est comment est-ce que je fais une page de vente qui donne envie aux gens de me contacter dans la façon d'écrire. Dans le ton et justement nous on nous a appris en tant que juriste, c'est la fameuse landing page que tu mets sur ton site internet. Exactement. Qui va être dédiée exclusivement à la vente, ce canal, quoi, à la vente. C'est ça, et en fait nous on a l'habitude d'écrire pour ne rien oublier, être efficace. Là l'objectif de la première ligne c'est de faire lire la deuxième ligne, l'objectif de la deuxième ligne c'est de faire lire la troisième ligne, et l'objectif de la dernière ligne c'est de vous faire acheter ou de vous faire prendre un contact. On n'est plus dans une dynamique où notre titre doit respecter notre partie 1, etc. On doit être clair, on doit être concis, on doit donner envie en fait. On doit convaincre. Et en fait, on est, si je peux me permettre l'exemple, mais là, on a une plaidoirie au tribunal de commerce demain, c'est pour ça que je suis ça de très près. Mais c'est pareil, on doit convaincre un juge avec des arguments. Et là, on doit arriver à utiliser la même science, parce que pour moi, c'est une science sociale, c'est pas une science molle, mais de la façon qu'ont les gens de désirer des choses et d'avoir envie d'acheter, etc. pour convaincre les gens. Donc moi, il y a vraiment sur la partie écriture, on n'est pas en train d'écrire une disserte et souvent les gens me disent oui, mais c'est pas exact, on dit pas tout ce que je fais, il manque des détails, etc. Non, mais en fait, les gens, il faut les mettre dans un tunnel, il faut les lancer quelque chose. Donc ça passe par ça, passe par envoyer des emails de prospection, ce qu'on disait que la technique est techniquement être bon. Ça passe par faire de la publicité. Sur des moteurs de recherche, sur certains mots-clés, avec de la publicité Facebook. Ça passe par comment aussi ce que je communique et je comprends les algorithmes de LinkedIn pour arriver à faire des posts et être vu par des clients potentiels, pour parler de mon cabinet, mais pas forcément toujours essayer de vendre, mais là, essayer aussi de parler de la vie du cabinet, ce qui se passe, les nouveaux recrutements, comment on en est fier, etc. Et tout ça, voilà, toutes ces choses-là, faire des tests chaque semaine, commencer toujours petit, voir ce qui marche, en fonction de ce qui marche, continuer à le faire, si ça marche pas, arrêter.
Vraiment, on n'est pas dans une logique où je vais refaire mon site internet et pendant 8 mois, je vais bosser là-dessus, je vais mettre 40 000 euros pour refaire mon site. On est vraiment sur ma page de vente, je passe une journée dessus, une journée et demie et je la teste après. On est vraiment dans cette optique, commencer petit, tester et après passer à l'échelle si ça fonctionne. Donc augmenter les budgets, augmenter le volume, augmenter plein de choses. Enfin, l'effort qu'on y met. Voilà, c'est ça pour moi le growth. C'est comme ça que ça peut s'appliquer quelque part aux juristes, quoi. D'accord. Comme tu sais, en plus, les professionnels du droit, ils ont une façon particulière d'appréhender, en tout cas, la vente. Hein. Tu sais, ils fonctionnent souvent en mode réseau, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu vas avoir un client. En fait, c'est plus par recommandation que le client va arriver vers toi. En tout cas, les avocats, essentiellement, c'est vrai que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Google notamment, on arrive de plus en plus de clients, en tout cas, à cette nouvelle possibilité de trouver un avocat via Internet. Ça commence à se démocratiser. Mais du point de vue avocat, c'est vrai que il y a toujours cette crainte d'aller d'avoir cette démarche agressive pour aller chercher le client. Et du coup, ma question, c'est au regard de justement toutes ces possibilités-là, j'entends le réseau, j'entends la recommandation, tout ça. En quoi tu penses que le growth est aujourd'hui un incontournable, ou en tout cas c'est entre guillemets une science que les professionnels du droit doivent pouvoir justement se saisir pour développer leur activité et aller chercher des clients, tout simplement. Ça remplace pas le réseau, ça remplace pas. Moi aujourd'hui, alors. Moi, vous avez compris, quand je me suis lancé pour Germinal, j'avais pas de réseau du tout. Et Oui. j'avais rien, quoi. J'avais juste un réseau de juristes. Et mon père est un entrepreneur courtier en assurance de vivre, donc dans la campagne grenobloise avec 3 salariés, donc j'avais vraiment nothing. Et bien entendu que on a fait de l'acquisition et en fait, on a fait venir des clients et ces gens-là, après, et du coup, ça m'a permis de partir de zéro. Mhm. Et après, une fois qu'on a eu ces clients on présente à d'autres gens, qui ont présenté à d'autres gens, qui ont présenté à d'autres gens. Et aujourd'hui, on a 60-70% de nos clients qui viennent, enfin, en termes de chiffre d'affaires, parce qu'en termes de volume, non, mais en termes de chiffre d'affaires, oui, du bouche à oreille. Mais en fait, pour moi, le rôle du growth, c'est de planter la graine, en fait. Et c'est d'aller vers des nouveaux réseaux, vers des nouveaux cercles. En fait, je sais pas comment expliquer ça, mais quand tu fais du réseau, en fait, tu vas de proche en proche. Et le problème, c'est que du coup, tu mets très longtemps à atteindre certains endroits. Et si tu pars de zéro, tu auras beaucoup de mal. Et en fait, le growth, ça te permet un petit peu d'aller planter des drapeaux dans des nouveaux pays, dans des nouvelles contrées, quoi. Et à partir de ces points-là, tu crées des petites colonies qui après deviennent des villes, etc. Et en gros, pour moi, c'est vraiment ça le growth. Et c'est vraiment se dire, au lieu d'avoir partir d'un cercle et de grossir, et si vous avez un énorme réseau, etc., tant mieux pour vous. Mais si vous ne permet pas de réseau, ça vous permet d'aller chercher des gens et de créer ça. Donc pour moi, le relationnel sera toujours hyper important. Et de toute façon, si on est là juste pour faire de l'acquisition avec nos clients, on s'en occupe pas et qu'après ils sont pas contents et qu'on passe à des nouveaux clients à chaque fois parce qu'on n'arrive pas à garder nos clients, on est mort. Mmh. Et c'est ça pour tous les business, d'autant plus pour un Bien business sûr. de service qui est celui des avocats. Mais pour moi, le growth, c'est vraiment aller taper dans des nouveaux horizons, lancer des nouveaux services. Mmh. Et aussi, je sais pas si vous connaissez, vous, les gens qui nous écoutent, et toi, Oui, oui. Bold, le cabinet d'avocats. Bien sûr, bien sûr. Mais pour moi, Bold, ils font ça très bien, c'est-à-dire que ils font du growth, c'est-à-dire, par exemple, à un moment, ils avaient lancé au tout début des templates gratuits pour les entrepreneurs. Ça leur a permis de se faire énormément connaître. Jurismatique. Voilà, et il y a eu un product market fit, une adéquation produit-marché sur ça. Ça leur a permis de se faire connaître. Alors après, ils ont sûrement eu plein de déchets, mais ça leur a permis de percer, d'être reconnus là-dedans. Quand tu vas sur leur site, ils écrivent pour vendre. Ils ont bouleversé les codes. Moi, en tant qu'entrepreneur, ça me parle ce qu'ils disent. Bien sûr. Et je me Très dis, important ce que tu dis. Ça te parle ce qu'ils disent en fait. voilà, exactement. Et même sans être juriste, ça me parle à mon âme d'entrepreneur, quoi. Bien sûr. Et ça, je trouve que c'est très bien joué de leur part. Et voilà, c'est des gens qui ont fait de la publicité. Quand vous tapez Bold sur Google, vous voyez leur annonce. Vous arrivez sur une page qui est très bien copyrightée, qui est optimisée pour la conversion, qui est pas là juste pour parler d'eux, qui est vraiment fait là pour moi me convaincre qu'il faut que je travaille avec eux. Ils ont testé avec Jurismatic une offre complètement innovante qui a rencontré son marché, qui a permis d'être hyper connu à un moment parmi toutes les boîtes qui se lançaient. Ils ont fait un abonnement au mois qui est un test de business model et qui aussi leur a permis d'aller rencontrer leur nouveau marché. Et ils ont montré qu'en utilisant ces méthodes de growth et en étant des bons professionnels, ils ont réussi à grossir sans doute beaucoup plus vite que certains cabinets de la place en utilisant ces méthodes de growth. Et je sais pas ce qu'ils ont fait en termes de prospection, en termes de publicité, etc. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu de l'extérieur, je sais, on est en collab aussi sur un sujet, mais par exemple sur un blog qu'on va lancer sur le télétravail, et ben nous on est arrivé sur une partie et eux ils étaient en face de moi sur l'autre partie, sur la partie contenu.
Et du coup, ils ont même cette stratégie de contenu de dire on va faire des articles sur certaines problématiques, on va voir ce que ça donne et si ça marche, on va continuer. Si ça marche pas, on arrête. Et ils sont vraiment dans ce test en permanence. Et ils apportent de la valeur aux gens. Ils font pas juste, ils font du contenu d'excellente qualité avec une plume. Et pour moi, ça, c'est du growth appliqué aux avocats. Un petit break pour rappeler que ce podcast est sponsorisé par le Juriste de demain, une plateforme qui propose des cours en ligne et parcours certifiants permettant d'acquérir des compétences business, technologiques et soft skills dans l'industrie du droit. N'attendez pas, la création de compte est totalement gratuite. Rendez-vous sur lejuristededemain.com. Excellent. Excellent, ouais, c'est vrai. J'ai rien à redire parce qu'effectivement, c'est vrai. Moi, je suis ce cabinet depuis le début. Mais j'aimerais qu'on passe à un truc beaucoup plus concret. Tu sais, en plus, dans ce podcast, l'idée, c'est vraiment, comme je te disais, de mettre en place, en tout cas, de communiquer sur des idées pratiques que les auditeurs pourront mettre en œuvre tout de suite. Donc, voici le cas. Je suis avocat aujourd'hui. Je crée mon cabinet. Comment je peux mettre en place des actions de growth concrètement? Première chose. Surtout si j'ai pas les moyens de me payer la formation anti-chambre. Voilà. Première chose, définir sa cible très précisément. Chaque boîte qui se lance, si elle fait tout, t'es mort. Et plus on fait tout, et ça c'est une méthode, c'est à la fois une méthode d'acquisition et une méthode de gestion. Hein, c'est une méthode d'entrepreneur. Il faut se spécialiser sur une niche pour arriver à aller chercher ses clients. Et quand vous allez faire vous allez écrire la page de votre site en disant maître machin spécialiste en ça, etc. Dire ok, ce mec est spécialiste en droit du travail, je vais lui faire confiance. Si vous mettez spécialiste en tout, personne vous croit. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, commencez par trouver son positionnement. On peut le tester, son positionnement, en fonction de son réseau, en fonction du besoin qu'on sent sur le marché. Est-ce qu'il y a des nouveaux besoins? Est-ce qu'on a envie de se positionner sur les cabinets qui se positionnent sur certaines problématiques qui émergent, etc. Est-ce que le droit est en renouvellement constant? Ou est-ce qu'on se positionne sur une problématique déjà bien connue avec un positionnement original? Ou alors est-ce qu'on se positionne sur un besoin en émergence? Donc déjà, il faut choisir. Ensuite, on commence par faire sa page. Ça peut être Landen sur landen.co, par exemple. C'est un site très bien. Vous pouvez faire un site web, même si vous y connaissez rien en une journée. Landen.co? Ouais. LANDEN.co. Ok, LANDEN. Faites votre site, vous pouvez faire un site beau. Là, pareil, vous vous dites, OK, comment est-ce que je fais pour vendre? Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. On a fait 30 minutes sur donc Germinal, sur le copywriting, donc l'art d'écrire. Vous prenez ça et vous utilisez ça pour écrire votre page. Une fois que vous avez créé votre page, là, c'est juste le début. Vous pouvez commencer à... Moi, je vous recommande de poster sur LinkedIn votre aventure d'avocat. Donc, c'est génial. J'ai créé mes statuts. Là, on a fait une autre vidéo YouTube gratuite avec Yohan Lopez sur notre chaîne YouTube qui explique les bases de comment est-ce qu'on fait des posts sur LinkedIn. C'est pareil, c'est les bases. Dans l'antichambre, là, la formation dure 45 minutes en gratuit. Dans l'antichambre, elle dure 5 heures. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Mais voilà, en tout cas, si vous n'avez pas les moyens, c'est court et vous aurez quelques bases. Et c'est toujours beaucoup mieux que rien. C'est intéressant ce que tu dis, poster son aventure, c'est-à-dire en fait vous raconter en tant qu'entrepreneur, vous êtes un entrepreneur. Votre premier client, votre premier salarié, vos statuts, vos premiers bureaux, c'est génial. Les gens ils ont envie de savoir. Bien sûr. Ensuite, donc ça c'est l'étape 1. La deuxième, l'étape ensuite, ça peut être de se dire ok, je vais faire de la prospection par email. Donc au début, faites de la prospection sur LinkedIn, ajoutez des gens en leur proposant vos services. Pareil, en vous souvenant de cours sur le copywriting, etc., vous verrez, l'objectif, c'est pas de dire d'être hyper commercial, mais c'est d'appuyer sur le problème, etc. Ensuite, donc ça, vous pouvez le faire à la main. Vous pouvez envoyer 30, 40 demandes par jour. Vous essayez de comprendre ce qui marche. Après ça, vous pouvez l'automatiser et envoyer des emails, soit des emails dans LinkedIn, c'est gratuit, des demandes d'ajout, soit des emails, c'est gratuit aussi, avec des outils comme par exemple Lemlist, Lemlist. Et là, vous pouvez faire des campagnes. Là, je vous recommande d'aller voir, pareil, on a une formation complète dans l'antichambre, mais d'aller voir le live sur le cold email qu'on a fait sur notre chaîne YouTube, pareil. Ça dure 30 minutes à chaque fois. Et on vous explique comment faire un cold email, etc. Ou un autre sur la prospection B2B. Regardez cold email, très important. Est-ce que tu peux juste rappeler parce que cold email, c'est prospection à froid par email. En anglais là. Ouais, c'est prospection à froid par email. Donc ça les contacte des gens que vous ne connaissez pas et ça vous explique comment créer votre base de données, etc. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà une base, même sans rien, vous pouvez le faire. Et ensuite, si vous commencez à devenir un peu meilleur, c'est commencer à faire la publicité sur Facebook, la publicité sur Google. Donc là, faut déjà être un peu meilleur, etc. Mais en gros, voilà, ça c'est pour moi, c'est les actions pratiques que peut faire un avocat au départ. Et sachant que la première action, c'est de vous réfléchir sur votre business model. Vraiment se dire sur quelle offre je me positionne,
avec quel prix, est-ce que c'est au forfait, est-ce que c'est un abonnement, etc. Réfléchir à ça, pas hésiter à sortir des sentiers battus. Et pareil, envoyer des emails pour... Enfin, je parle toujours aux éditeurs, c'est bizarre, mais envoyer des emails pour essayer de convertir des gens. Et si vous voyez que ça fonctionne pas, que les gens répondent pas, testez une autre proposition de valeur. Parfois, juste, vous n'êtes pas sur le bon marché, pas au bon moment, pas avec la bonne proposition, quoi, de valeur. Proposition de valeur, c'est vraiment qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce qui apporte, qu'est-ce que vous faites de différent des autres. En fait, si vous avez un énorme réseau, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça a marché. Mais si vous êtes personne, il faut savoir sortir de la mêlée, quoi. Et pour sortir de la mêlée, il faut se positionner de façon différente. Ce qui veut dire effectivement avoir une communication différente, avoir une proposition de valeur différente, voilà, être dans la différenciation permanente, quoi. C'est ça. Et moi, quand je me suis lancé au début, pourquoi j'ai fait du growth hacking? Parce que personne faisait du growth hacking. Il y a des. Alors maintenant, on est plutôt une boîte de logiciels, mais au début, on était une agence. Il y avait des centaines d'agences. Pourquoi les gens, ils nous ont pris nous? Ils nous ont pris nous parce qu'on était les seuls à être positionnés sur la partie growth hacking. Et du coup, ils nous ont pris nous. Et dans le domaine du droit, c'est pareil. Il y a des secteurs qui sont. Il y a des choses à réinventer. Exactement. Je pense que c'est voilà, ça a été rapide, mais c'est parfait parce que je pense que ça permettra tout de suite aux gens de se dire ok, je peux me lancer dans le growth tout de suite, quoi. On rappellera bien évidemment à la fin, je prendrai le temps de rappeler les outils que tu as cités parce que je pense que c'est très important de donner justement des outils concrets pour que les gens ne perdent pas 10 ans à chercher, quoi. Oui, c'est ça. Tu sais, en plus, les professionnels du droit, on a aussi ce problème, c'est-à-dire que la détection des outils efficaces, on a du mal, quoi. Il faut aller les chercher. Tu as parlé de Lemlist. Moi, j'ai connu Lemlist il y a quoi? Il y a 4 mois, mais je connaissais pas, tu vois. Donc, j'étais plutôt en mode Mailchimp et tout ça. Et c'est vrai que là, quand j'ai découvert Lemlist, je me suis dit, waouh, quoi. Le truc, rien à voir, en fait, tu vois. Oui, ça change la vie, ouais. Bah oui, mais ça, c'est vrai que nous, enfin, les professionnels du droit, ils ne connaissent pas, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est important de pouvoir communiquer sur ces nombreux outils qui existent et qui changent la vie concrètement. Du coup, oui, autre question, notamment en lien avec la growth, justement. Pourquoi tu les conseillerais justement aux professionnels du droit d'intégrer la growth dans leur pratique? Je me dis en termes de temps, parce que c'est vrai, est-ce que ça prend beaucoup de temps d'intégrer ces pratiques-là? Quel type d'organisation tu pourrais proposer pour que justement on puisse s'y retrouver, pour que les professionnels puissent s'y retrouver? C'est vrai que l'activité d'avocat, par exemple, par nature, en fait, on travaille toute la journée sur le dossier des clients, quoi, tu vois. Donc, à quel moment, comment on peut s'organiser pour justement appliquer tout cela, mettre en place ces actions de growth là, voilà. Qu'est-ce que en termes d'organisation, qu'est-ce que tu pourrais proposer? En termes de growth, en fait, déjà, il faut dégager du temps pour avoir des nouveaux clients. Mais en fait, le problème de base, c'est que si tu vends ta journée, t'as perdu, en fait. Et ça, c'est vrai pour tous les business. Parce que si tu vends ta journée, tu vas faire du growth, tu vas avoir des nouveaux clients et tu vas vendre tes journées, du coup, tu seras débordé. Et du coup, quand tu seras débordé, tu n'auras plus le temps de faire du growth. Du coup, à un moment, tu n'auras plus de clients et du coup, tu auras le temps de faire du growth. Enfin, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Mmh. L'objectif, et même si on est juriste, si on est avocat, c'est de se dire, alors dans une entreprise, on peut pas, mais si on est entrepreneur, donc si on est avocat, on a son cabinet, c'est comment est-ce que je peux, on dit, faire une fois, vendre 2 fois. Comment est-ce que, en tant qu'avocat, je peux faire quelque chose une fois et le vendre 2 fois, le vendre 3 fois, le vendre 4 fois, le vendre 5 fois. Et ça passe par les modèles, hein, c'est la force des grands cabinets. Hein. Ils ont des modèles et ils te facturent 12 heures un truc qu'ils ont repris 1 heure. Mais il faut être obsédé par ça, pour moi. Et le jour où tu arrives à faire un truc une fois, à le vendre 3 fois, 5 fois, 8 fois, là, tu commences à avoir le temps de faire du growth. Imaginons, tu fais un modèle hyper pertinent pour un type de société de création. Par exemple, tu fais un modèle pour les startups, dans la fintech. En gros, un modèle de statut, etc. Je sais pas, désolé, je connais pas les enjeux juridiques. Je sais qu'il y a des enjeux juridiques, mais je sais pas si ça se templatise. Mais et c'est pareil, tu diras toujours oui, mais je peux pas faire un template, je peux pas faire un modèle. Dis pas, arrête de dépenser de l'énergie à te demander pourquoi tu peux pas le faire, et c'est plutôt d'utiliser ton énergie pour te dire pourquoi je peux le faire. Ça, c'est spécialiste des juristes. Ouais, ça c'est important. Attends, c'est important ce que tu dis parce que faut quand même que ça veut dire qu'il faut qu'ils acceptent de shifter dans leur tête, quoi. Il faut qu'ils se disent ok, je vais prendre les choses à l'inverse. Exactement, et ça fait un peu mal. J'entends souvent cet argument. Oui, mais en fait, pour moi, toute problématique, toute question, en fait, elle est nouvelle, quoi. Alors qu'en fait, en réalité, non. Tout dépend de l'effort qu'on met à se concentrer. Moi, j'ai fait 2 ans à faire des conférences en me disant ouais, une formation, je pourrais jamais faire une formation en ligne. Et après 200 confs, je me suis rendu compte qu'en fait, je répétais toujours la même chose. Et on a fait une conférence en ligne, un truc en ligne, et les gens trouvaient ça incroyable. Ça fait partie de l'antichambre à la formation LinkedIn.
quand t'es avocat, tu peux te dire, ok, soit je suis prisonnier de vendre ma journée, soit j'essaie de vendre plusieurs fois. Et le jour où tu fais un truc, tu le vends 3, 4, 5, 10 fois, là, le growth, ça a tout son sens. Parce que si tu fais un statut pour les fintech, que tu vends 600 €, alors que normalement, tu le vendrais, ou 800, alors que normalement, tu le vendrais, je sais pas, 2000. Tu l'as fait, après, tu fais du growth et tu le vends une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et que dans ta journée, tu arrives à en vendre 5 parce que tu as ta page de vente, parce que tu as tes emails qui tournent. Et bah là, d'un coup, tu te mets à gagner 4000 € par jour avec un truc que tu as fait. Et là, tu commences, et là, d'un coup, tu as du temps. Et là, d'un coup, tu sors de ce cercle vicieux qui est je travaille une journée, je facture une journée. Et bien sûr, on fait du service, donc on facturera toujours la personnalisation, etc. Mais on facturera toujours du coaching, de l'accompagnement, de l'expertise. Mais je pense que tous les juristes, tous les avocats devraient être obsédés par ça. Et moi, je l'ai vu en cours. Personne n'était obsédé par ça. Moi, par exemple, quand je révisais mes partiels, je faisais des pronostics sur les endroits du cours où le partiel allait tomber. Et du coup, en fait, t'as qu'à voir le prof s'il est passionné ou pas par ce qu'il raconte. T'as déjà vu un prof faire un partiel sur un truc qui l'intéresse pas? Non, c'est vrai. Non, je t'assure. Parce que quand tu corriges tes copies, c'est d'un chiant. Du coup, je mettais des croix dans les endroits où il avait l'air passionné. Fonction, on lui avait posé des questions, là où je sentais qu'il mettait des détails et compagnie. Toutes les parties où tu voyais qu'il allait vite, qu'il avait pas le temps, que ça le saoulait, j'enlevais. Je regardais aussi les trucs des années précédentes et des fois, j'arrivais à enlever jusqu'à 50 ou 60% du cours que je révisais pas. Et est-ce que j'étais obsédé par le fait d'aller plus vite? J'ai envie de dire, pour toi, le hacking, c'est naturel. Non, c'est dans les veines, ouais. Mais c'est pas parce que c'est dans les veines qu'on peut pas l'apprendre. Hein. Ouais, il y a d'autres choses que je dois apprendre. Il y a d'autres choses oui, effectivement. Il y a d'autres choses que j'ai dû apprendre, l'organisation par exemple. Truc que je suis pas très fort à la base. Et c'est pareil, quand tu bosses, et t'as plein de raisons de dire non, faut tout réviser, on sait jamais. Tu sais, il y a toujours des mecs qui me disent on sait jamais, ils révisaient tout, même l'intro, machin, que ce soit une étude de cas ou ils révisaient tout. Je veux dire, quand tu fais une dissertation, quand tu fais une étude de cas, tu sais que ça sert à rien de lire la partie sur l'histoire de la règle. Enfin, tu la lis une fois pour ta culture générale, mais tu vas pas l'apprendre par cœur. Par contre, quand tu as une dissertation, là, je peux t'assurer que l'intro, faut bien la lire de ton cours. Parce que ça va te permettre de contextualiser tes éléments, etc. Bref, passons. Et ce que je veux dire, c'est voilà, il faut être obsédé par ça. Et au lieu de se dire non, j'ai pas le temps, on sait jamais, etc., faut se dire ok, comment est-ce que je peux faire une fois, vendre 2 fois et réfléchir en permanence. Et c'est là pour moi où se trouve la clé. Et c'est là où le growth peut permettre aux avocats de passer au stade du dessus. Parce qu'une fois qu'on on vend plusieurs fois un truc qu'on a fait une fois, on a du temps de faire du growth. Et là, on commence à augmenter sa renta. Et on augmente sa renta pas en augmentant son prêt à la journée, mais en vendant à plus de gens quelque chose qui apporte beaucoup de valeur. Très important. Là, tu soulèves toute la logique du taux horaire que voilà, j'ai passé beaucoup de temps à écrire sur ce sujet, justement. Le taux horaire, ça détruit tout. Donner des idées sur justement comment s'en départir, parce que c'est vrai que finalement le taux horaire, ça immobilise, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans. Ah mais moi je vendais mes journées au départ. Hein. D'accord. Okay. Germinal au départ c'est une boîte qui vend des jours. Hein. Maintenant on vend mais ça a changé ma vie. Et je fais des trucs aujourd'hui avec beaucoup plus de créativité et beaucoup plus d'impact depuis que j'ai arrêté de vendre mes journées. Eh oui, complètement. Non, je ne peux que te rejoindre et j'espère qu'effectivement nos auditeurs, en tout cas pour ceux qui sont vraiment intéressés sur ce sujet, prendront de la graine de ce que tu dis. Dernière question, parce qu'on arrive au bout du podcast quand même si on aurait énormément de choses encore à se dire. Au regard de ton entourage, parce que j'imagine que tu connais beaucoup d'entrepreneurs et ils ont tous aussi un rapport avec le droit. Comment tu vois justement la prestation d'avocat dans 10 ans? Est-ce qu'en termes d'évolution, en termes de ce qui te plairait toi, comment tu la verrais dans 10 ans? Moi déjà, je supporte pas de payer un template. Dans le sens, enfin si, j'accepte de payer un template, mais je veux savoir que c'est un template et il me dit ok, je te le mets à dispo, ça te coûte 200 € et 50 € par utilisation, tu vois. Moi, je suis totalement ok avec ça, mais qu'on ne vende pas un truc personnalisé qui soit un template. Et je pense que aujourd'hui, je supporte pas les avocats qui te vendent un truc personnalisé, ce qui n'est pas le cas de notre avocat, je tiens à le préciser. Je le salue, Pierre Fischer, qui nous accompagne depuis 3 ans et dont je suis extrêmement content. Mais justement, lui, il nous dit vos contrats de travail, voilà, vous avez 4 problématiques. Je vous propose ce template. Je vous explique comment le personnaliser et je paye pour ce template et pour y avoir accès. Et ensuite, une fois qu'on a personnalisé il relie. Et en gros, c'est là où j'apporte énormément de valeur, c'est que lui, il centre mon problème, il cadre mon problème, donc ça lui prend 1h30, 2 heures, me propose des choses qu'il a déjà fait, qu'il me vend,
Et après, il vérifie pour m'assurer que j'ai la sécurité juridique. Et il fait pareil pour les contrats, etc. Et du coup, c'est génial parce que ça me coûte moins cher. Je paye pas pour un truc qui sert à rien. Enfin, je veux dire, mon problème, il y a des milliers d'entrepreneurs qui l'ont eu, donc il y a aucune raison qu'on me fasse un truc sur mesure. Et par contre, il est là pour faire du sur mesure. Par exemple, le fake it until you make it, dont je parlais, le fait de, il a étudié, il m'a fait une note complète sur quels sont les dangers, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit dans cette méthode. D'accord. Et ça, pour le coup, je sais que ça c'est de la R&D. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Et je le donne, d'ailleurs, c'est une note que je donne beaucoup à mes clients. Donc, pour moi, un avocat, c'est ça. Un avocat, c'est quelqu'un qui t'aide à cadrer le problème, parce que t'aide à savoir ce que tu ne sais pas. Ça, c'est du service. Qui te donne ensuite des templates, des outils que tu payes pour pouvoir les utiliser. Et du coup, là, ça baisse énormément le coût. En fait, ça baisse énormément le coût pour toi, mais pour l'avocat, c'est extrêmement rentable, parce que lui, du coup, ça lui prend 0 temps. Et qui ensuite est là plutôt pour la vérification et pour la recherche et développement. Et là, pour moi, c'est ça la relation que tu dois avoir avec un avocat et ce modèle que j'ai. Pour moi, le droit, ce sera ça. Demain, ce sera énormément de templates et les avocats, ils se concentreront uniquement sur la définition du problème, la vérification et la personnalisation si c'est utile dans certains cas, et surtout la recherche et développement sur des sujets qui n'ont pas été couverts et où on n'a pas créé une template. Pour moi, c'est comme ça que je vois ma relation avec les avocats et c'est comme ça que j'espère dans 10 ans, ce sera quelque chose d'automatisé. Je pense que ça pourra passer par une plateforme, c'est-à-dire, OK, j'ai un problème, vous êtes arrivé à tel niveau de boîte, attention, vous pouvez avoir des problèmes avec ça. Tu vois, une sorte de dashboard qui dit, vous signez des contrats plus de 10 000 euros. Franchement, aujourd'hui, un entrepreneur, tu lui fais répondre à 50 questions, tu vois les problèmes qu'il peut avoir. Là, tu lui fais un warning sur ses problèmes, tu lui proposes des solutions, tu lui proposes des templates, il les utilise, bien sûr, il paye pour tout ça. Et après, tu as ton avocat qui vient te voir et qui vérifie que tout ça est cohérent, qui vérifie que le besoin a été bien cadré par le questionnaire et qui apporte vraiment de la valeur ajoutée chirurgicale, quoi. Pour moi, 80% du taf des avocats peut être templatisé, ouais. Wow. Et ça fera gagner beaucoup plus d'argent aux avocats. Ça apportera beaucoup plus de valeur aux entrepreneurs. Et ça évitera aux avocats de refaire. Franchement, moi, de savoir qu'il y a 10 000 avocats qui sont en train de travailler sur un contrat de travail en ce moment en France, sur des contrats de travail, alors qu'ils auraient pu être 20 à bosser dessus. Tu vois. Et ils auraient été vendus 5000 fois, en fait. Ouais. Voilà, 500 fois, pardon, si on s'est fait trop. Et voilà, c'est mon avis. Mot de la fin. Je me trompe, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Merci beaucoup, Grégoire. C'était Grégoire Gambato. Voilà, ça fut un plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets passionnants. Merci beaucoup. J'espère aussi que tu as pris beaucoup de plaisir également. Grave, c'est la première fois qu'on me pose ces questions, tu t'imagines bien. Bon, merci beaucoup. Et puis, merci à tous et à très vite.